Alors, grand bouleversement a bien eu lieu, et même le grand envahissement du télétravail dans le travail. L'on a entendu et partagé avec celui qui a dit « on revient au travail pour voir ses collègues et on ne sait pas où ils sont ». Alors, comment allons-nous éviter la grande fracture entre les salariés qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas télétravailler, puisque tout le travail est bouleversé? Alors, je crois qu'on peut noter 4 nouvelles demandes de changement, et la 4e est fondamentale. Le premier changement, c'est une demande d'organisation de son temps qui ne pourra pas être réglée par, comme le disait Daniel, la meilleure conciliation vie pro-vie perso. Il va falloir retrouver des équilibres, y trouver son compte face au risque de surtravail évoqué par Marie-Laure Caillé. On a parlé de productivité du télétravail, on a dit combien il est propre à chacun en fonction des métiers et de l'entreprise. Ce qu'il faut retenir, et ce que nous avons dit, c'est qu'il est très individuel, que c'est une question de 1 par 1. Alors comment allons-nous négocier ou voiler cette question de la durée du travail, du temps de travail pour des salariés autonomes au forfait jour, dont le rythme d'activité est annuel et non une répartition des jours de télétravail hebdomadaire? Ça, c'est un point. Deuxième demande de changement, autour de l'affirmation de la diversité et des différences en termes de singularité. Quelqu'un a dit, c'est un vrai défi, c'est impossible de manager cette hétérogénéité. Et la première table ronde n'a pas dû vous rassurer, puisqu'elle vous a répondu que le nouveau travail, c'est de toute manière laisser en roue libre cette affirmation des diversités, cette affirmation des hétérogénéités, des vécus particuliers. Les collectifs géographiquement dispersés sont ceux où il y a nécessairement des vécus individuels différents, c'est matériel, des points de vue différents, donc des conflits aussi. Des possibilités d'innovation, Marie-Laure Caillé et Anka Bobok nous l'ont dit aussi, des choses tout à fait positives. Mais globalement, les salariés sont d'autant plus hétérogènes qu'ils télétravaillent, et ce mouvement-là ne s'arrêtera pas. Ça, c'est vraiment le deuxième point important. Là, nous pouvons formuler une condition absolument nécessaire, sur laquelle il nous faudra être très volontaristes, et beaucoup plus que nous le sommes actuellement. Parce que le problème n'est donc plus de savoir où les gens travaillent. Le problème est de savoir quel process, quelle communication nous allons mettre en place à partir des réalités différentes, une par une, nous avons dit, pour néanmoins travailler ensemble. C'est une des manières de répondre à l'exigence du directeur des relations sociales, Jean-François Poupard, que nous partageons tous, quand il dit « la confiance et l'autonomie, ce doit être pour tous ». Cette condition est absolument nécessaire pour qu'il n'y ait pas de distorsion entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Carole Chapelle l'a bien rappelé, c'est essentiel. En d'autres termes, pour que les collectifs n'explosent pas. Troisième changement dans la définition du travail, et celui-là à voir vraiment à la définition du travail, c'est la reconnaissance de la balance entre des phases de recul et des phases d'engagement. Cela interroge le management. Ce devient aussi une nouvelle compétence qui est demandée aux salariés que de trouver une qualité suffisante de jonglage entre présence et recul. C'est aussi cela, bien faire son travail. Et ça, c'est un auto-arbitrage, une nouvelle compétence de l'autonomie. Valoriser le recul, affirmer avec évidence la nécessité d'un certain quant à soi du salarié, est certainement une des expériences collectives importantes de ce que nous venons de traverser. Ceux qui n'ont pas eu de recul dans les tâches de ces derniers mois, souvent ceux des premières lignes, sont ceux qui s'épuisaient. Le travail devenait intenable et voilà, ce management, ce nouveau travail est indéniablement une science des interactions, ni trop près ni trop loin. Il a compris qu'on ne peut s'engager que quand on peut se dégager et que trop d'emprise managériale tue certainement le bon travail. Concrètement,
Gilles Laurent Ressac l'a dit, manager aujourd'hui, c'est aussi ne plus jamais débouler en posant une question comme ça, sans se poser la question de savoir si c'est le bon moment pour les équipes de se la poser. C'est une manière très concrète d'envisager les choses et très signifiante. Ce que l'on a compris, c'est que manager, c'est aussi compenser l'éloignement, les intermittences de l'absence, du flex-office, par des moments plus collaboratifs, peut-être de travail en résidence, à la manière des résidences d'artistes, plutôt que dans des gestions de planning hebdomadaires de jours en télétravail et au poste. Quatrième ambivalence. Là se formule quelque chose de très complexe sur une puissante demande de changement. Et il porte sur la manière dont on parle, dont on se figure désormais le collectif de travail. Il y a un sujet. Tous, nous avons considéré que le travail éloigné, c'est un repli sur des groupes de projets. Très vite, dès l'introduction, on a dit c'est les 10 personnes avec qui on a travaillé tout le temps. Mais cela, ce n'est pas ce qui fait entreprise. C'est justement le collectif du travail, mais qui n'est pas suffisamment large pour voir la finalité de ce que l'on fait au travail. Et là, c'est bien une histoire à la recherche du collègue perdu que nous pourrions raconter. Comment a été perçu pendant ces derniers mois le collectif des salariés de l'entreprise, qu'on va appeler du XXe siècle, mais qui pourrait être daté jusqu'en 2019, de ces salariés considérés comme tous un peu universels, tous un peu standardisés, et cela considéré par principe et nécessité, considérés comme similaires, considérés comme égaux, et qui ont aspiré à une protection légitime et à qui on a délivré un contrat de travail le plus général possible, avec des droits les plus généraux possibles pour répondre à cette demande. A contrario, il y avait ceux qui ont critiqué d'emblée cela, et ces derniers temps, qui nous ont beaucoup interpellés. C'est le monde des startups qui ont critiqué cette généralité comme entravant justement la réalisation de soi. Ont-ils été plus, j'ai pas envie d'utiliser ce mot, je vais l'utiliser quand même, résilients? Leurs collectifs ont-ils mieux supporté les confinements? Pas sûr. Pendant cette période, et c'est peut-être en ce sens qu'il y a eu révolution silencieuse, tous les salariés se sont posé une question nouvelle et l'ont formulée de cette manière très nouvelle. Dans quelle mesure consentais-je à ce que mon histoire personnelle de travailler dans quelle mesure consentais-je à ce que mon histoire personnelle de travailleur, de salarié, dont je fais l'expérience aujourd'hui et qui est très singulière, puisse être autant modelée à la généralité de ce que mon travail m'impose? Cette question n'a pas du tout été rhétorique, même si aujourd'hui je vous la formule de manière rhétorique. Elle a été vraiment vécue par les personnes. Quelle a été la conséquence d'une intensification insupportable pour les travailleurs de la première ligne, ou que ce soit pour d'autres qui ont échappé aux formes d'organisation générale du travail présentiel. Or, le travail, c'est toujours un peu, beaucoup, renoncer à ce qu'on aimerait faire primitivement au monde. Bref, les salariés passent un temps énorme à organiser leur vie en fonction de ce que le travail présentiel suggérait. Nous allons là une révolution évidente. Maintenant que le travail présentiel n'est plus la norme, voilà qu'émerge un collectif des singuliers dans lequel chacun revendique et réexamine ce que le travail peut ou ne peut pas prendre et construire dans sa vie. C'est un collectif très exigeant, sans cesse revendiquant, avec une ambition néanmoins très haute, celle de faire de la vie au travail une aventure qui correspond aux aspirations du salarié d'aujourd'hui. Si le singulier est respecté, le travail est alors œuvre collective et le poids de la subordination va s'alléger. C'était une des dernières questions. Les accords télétravail seront-ils alors le premier chantier social d'examen de ces droits singuliers? Pour l'instant, la réponse est clairement non. Il y a des clauses de revoyure. C'est à cela que nous sommes appelés. Merci à tous pour votre participation à ce très beau séminaire. Je crois qu'il faut remercier très particulièrement Jean-Marie qui a assuré le fil rouge de toute cette table ronde.